Le journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Voici les principaux titres. Au sommaire, notre pays qui abrite la première édition de la conférence nationale sur le développement durable, 17 objectifs fixés pour atteindre les OMD. Suspension du procès de Hissène Habré jusqu'au 7 septembre pourrait causer des dérèglements sur les engagements déjà pris. Et puis, au Royaume-Uni, découverte d'anciens fragments du Coran dans une université de Birmingham. Ouverture officielle cet après-midi du 7e salon du SISDAC, Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar. C'est au CICES en présence du ministre de la Santé, Mme Awa Marie Coll Seck. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de cette année. Ville et terre durable, tel est le thème de la première édition de la conférence nationale sur le développement durable qui s'est ouverte hier à Dakar. Notre pays compte au sortir de cette conférence, adopter des stratégies de lutte contre les changements climatiques et valider les 17 objectifs pour atteindre les OMD. Abdoulaye Diagne. La première édition de la conférence nationale sur le développement durable s'est ouverte ce matin. En réponse au sommet international sur l'environnement qui s'était tenu à Rio en 2012, le Sénégal veut se doter d'un mécanisme sur les changements climatiques et sur le développement durable. Au sortir de Rio, Monsieur le Président de la République avait demandé que chaque année qu'il soit organisée une conférence nationale sur le développement durable qui va lui-même présider. Et cette année, nous allons exécuter cette instruction du chef de l'État et actuellement se tient la première édition du segment des experts de la conférence nationale du développement durable. Parce qu'il reste entendu qu'il y a un segment de haut niveau que le chef de l'État lui-même va présider. Il faut dire que le thème de cette année, c'est Ville et territoire durable. Donc nous avons convié toutes les composantes vives de la nation pour qu'on vienne discuter sur le développement durable de façon générale et sur la thématique spécifique portant sur les villes et territoires durables. Le développement durable passe en premier par les collectivités locales. Alors, quel serait l'apport de celles-ci, surtout avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation? Il faudrait que les collectivités s'y mettent pour arriver à un développement durable. Parce qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, nous voulons avoir des collectivités viables porteurs de développement durable, surtout sur le plan économique. Les compétences étaient là, c'est les mêmes compétences qui sont transférées et qui sont toujours dévolues aux collectivités locales. Maintenant, c'est les niveaux de mise en œuvre peut-être qui posent problème et peut-être l'option nouvelle de l'acte 3. En prélude à la conférence internationale sur le développement durable qui se tiendra à New York et qui verra la participation du Sénégal, les autorités comptent mettre les bouchées doubles. Le Sénégal a élaboré un profil national, c'est-à-dire quels sont les objectifs prioritaires pour le Sénégal dans le cadre des ODD qui prennent le relais des objectifs du millénaire pour le développement. Donc, ce sera pour nous l'occasion de valider ce profil national des ODD, également de valider notre politique nationale de zone humide et surtout, comme vous l'avez dit dans votre question par rapport au changement climatique, notre contribution nationale prévue déterminée en matière de réduction de gaz à effet de serre. Certes, une partie du budget de l'État central est destinée pour le développement local. Le PIB aussi compte atteindre 7% d'ici 2020, d'où la pertinence de penser local et agir global. En parlant d'environnement, nous y restons, car l'environnement est aujourd'hui pollué par des déchets en plastique. À Dakar, les quartiers sont transformés en dépotoirs d'ordures. Il faut aujourd'hui changer les comportements. C'est ce que nous dit dans ce reportage Chirsal. Nettoyer, c'est bien, mais ne pas salir, c'est encore mieux. Cet adage devrait bien s'appliquer aux différents fossoyeurs de l'environnement qui changent complètement le cadre de vie à Dakar. Il s'agit de jeter un coup d'œil sur l'autoroute à péage et aux différents carrefours du capital pour constater que Dakar ressemble à un tableau décoré d'ordures. Des fois, on voit des affiches où on met des hommes sains et après on n'hésite pas d'uriner là-dessus. C'est pas bon. li may gën a jaaxal ci dëkk bi mooy
Ce qui me préoccupe à moi et à tous les Sénégalais, ce sont ces affiches au bord de la route. Et ça nous empêche même des fois de s'orienter. Dans les rues de la capitale sénégalaise, c'est la guerre totale. 2 mots, j'ai des affiches. Mais aussi un dépotoir d'ordures. Aucun espace n'est épargné. On voit parfois des gens, après consommation des produits, jeter le reste dans la rue. Ils devaient les garder jusqu'au dépotoir. Des fois même, les voitures nous salient à cause de ces fosses perdues qui coulent même jusqu'à la voie publique. L'environnement est pollué et nos yeux ne peuvent plus contempler cette belle image. Existe-t-il vraiment une solution à ce phénomène? La solution ne dépasse pas d'être un bon citoyen. Vous voyez des gens qui brûlent des panneaux la nuit et ça pollue l'environnement. Avez-vous sans doute fait la remarque sans le vouloir parce que ces écritures sauvages nous agressent. Tous les affiches ont des sources. On devrait donc retourner à la source pour éradiquer ce phénomène. C'est facile à résoudre. Ces panneaux publicitaires, c'est peut-être du commerce, mais ce n'est pas n'importe comment qu'on doit afficher. On doit revoir la manière. Donc, la question se pose, est-ce qu'on peut parler actuellement d'un Sénégal émergent sans aucun respect du cadre de vie et du code de l'environnement? Merci, Chirsal. Le 31 juillet prochain, la presse sera dans la rue à travers le SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication, pour faire une marche de protestation contre les menaces de liberté, mais également exiger le vote du nouveau code de la presse. Suivez également, nous ouvrons une fenêtre sur le procès de Hissène Habré, le ministre tchadien de la Communication qui faisait face hier à la presse. Il a abordé les conséquences qui sont liées à l'ajournement du procès de Hissène Habré au 7 septembre prochain. Eh bien, des ONG comme Women Rights Watch ont subi des préjudices à cause de la suspension du procès. Écoutons Rad Brody, il est conseiller juridique au micro de Abdoulaye Diagne. Vous savez que les victimes se battent depuis 25 ans pour amener Hissène Habré à la justice. Ils ont connu des obstacles de multiples types. Ce n'est pas 45 jours qui va changer leur détermination pour que justice leur soit rendue. Sous Hissène Habré, des milliers de Tchadiens ont été envoyés en prison sans avocat, sans procès, mais puisque notre bataille, c'est une bataille pour faire respecter les droits de l'homme, il est naturel que Hissène Habré bénéficie du meilleur et du plus juste procès possible. Donc, s'il faut 45 jours, c'est pas grave. La longue marche des victimes vers la justice ne s'arrêtera pas pour autant. Bon, évidemment, tout le monde va perdre économiquement. Nous, à notre niveau, nous avons une équipe très forte de militants. Il y a aussi 4 victimes qui sont venues depuis le Tchad. Nous estimons qu'entre les militants, les ONG, les victimes, en plus les avocats des parties civiles, ce serait à peu près 40 000 euros juste pour la partie victime et ONG. Eh bien, on se demande quelle est la place des ONG dans le procès de Hissène Habré. Si on sait que les organisations des droits de l'homme veulent rendre justice, mais juger seulement Hissène Habré pendant que d'autres sont toujours tapis dans l'ombre, est-ce que ce ne serait pas assimilable à un acte discriminatoire? Suivant cette chronique de Biran Diop.
Le 20 juillet 2015 marquera certes l'histoire de la justice pénale internationale en Afrique, où la Cour pénale internationale est décriée du fait de son caractère discriminatoire à l'égard des Occidentaux. Cette date constitue également une consécration de l'hégémonie des organisations non gouvernementales sur les États faibles ou pauvres dont le continent africain est le symbole. Qui est le grand gagnant dans ce procès? Force est de constater, au regard de l'enthousiasme dont les juges, les avocats et les ONG font montre, que le verdict issu de ce procès ne profitera pas aux présupposées victimes de Habré, que je ne dédouane nullement des exactions dont il est accusé. Donc, à qui profite le crime? Si on s'en tient aux propos du procureur spécial près les chambres africaines extraordinaires, Hissène Habré risque 30 ans de prison ou la perpétuité si jamais il est jugé coupable au terme de ce procès. Sous ce rapport, il encourt 3 types de réparation: la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation de ses présupposées victimes. Est-ce que l'enjeu du procès, financé en grande partie par les Occidentaux à hauteur de 6 milliards, est de condamner seulement Hissène Habré? N'assistons-nous pas à une parodie de justice dans laquelle les parties sont les lobbies par l'entremise des ONG et les chefs d'État pauvres de l'Afrique? Au regard des statistiques de la CPI, avec 29 inculpés uniquement des Africains, dont les anciens présidents comme Laurent Gbagbo, Uhuru Kenyatta, Charles Taylor, Omar El-Bashir, pour ne citer que cela, un seul est jusqu'ici jugé coupable, le 14 mars 2012. Il s'agit de Thomas Lubanga. Ce procès de Habré n'est que le butin de guerre des ONG contre les chefs d'État non acquis à la cause des grandes puissances. Autrement dit, les ONG ne sont que le bras armé des Occidentaux qui manipulent les juridictions permanentes ou adoptent pour perpétuer l'impérialisme sous d'autres formes. À bon entendeur, salut. Ce procès est le début d'un commencement pour chercher les chefs d'État africains rebelles à l'image de Mugabe et d'autres encore, alors que 2 génocidaires du monde actuel, George Bush et Ariel Sharon, se reposent comme si de rien n'était. Quel est finalement le sort de ces 2-là? Peut-on parler de justice internationale si le traité de Rome n'est pas encore ratifié par les USA, la Chine, la Russie, de surcroît membres du Conseil de sécurité, dont la saisine de la CPI fait partie de leurs prérogatives? Peut-on parler encore de justice internationale si Habré est jugé seul, sans le commandant en chef des forces armées du Nord, Fan, devenu colonel et conseiller pour la défense et la sécurité de Habré? Il s'agit de Idriss Déby Itno, l'actuel chef de l'État tchadien, pour ne pas le nommer. Si justice était rendue au nom des victimes, il y aurait moins d'actes ostentatoires de ces prétendues organisations des droits de l'homme qui ne vivent que du sang des victimes de guerre. C'était la chronique signée Biran Diop. Il est 12h passées de 45 minutes. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Élection présidentielle burundaise, les résultats provisoires sont attendus vendredi prochain. Le taux de participation du scrutin du 21 juillet tournerait autour de 70 à 80% des chiffres rejetés par les observateurs et par l'opposition. Au Burundi, Pierre Nkurunziza se dirige vers un 3e mandat présidentiel très contesté par l'opposition qui a appelé au boycott du scrutin. C'est en vélo et en jogging que le président s'est rendu à son bureau de vote. Il a de quoi être confiant car outre Agathon Rwasa, son principal opposant, qui n'a pas vraiment fait campagne, il a face à lui de petits candidats considérés comme proches du pouvoir. On doit permettre à la population burundaise de choisir, d'élire donc des dirigeants de confiance, mais aussi choisir parmi plusieurs programmes celui qui convient le mieux. Ce sont les programmes qui doivent alors guider la population à choisir le meilleur candidat qui va permettre de développer le pays, mais aussi de consolider les acquis de la démocratie, mais aussi les acquis de la paix et de la sécurité dans notre pays. Je vous remercie. Cette élection se déroule sous très haute tension. Un policier et un civil ont été abattus avant l'ouverture des bureaux de vote. Par ailleurs, de nombreux électeurs étaient victimes d'intimidations venant à la fois de partisans de l'opposition et du pouvoir. Conséquence de ce climat d'insécurité et des appels au boycott du scrutin, le taux de participation était très bas. Et puis, un miracle au Royaume-Uni, si on peut parler ainsi, de très anciens fragments du Coran retrouvés dans une université de Birmingham, des écrits qui seraient datés de 1300 ans. L'une des plus vieilles
versions manuscrites du Coran découvertes au Royaume-Uni. Ces feuillets remonteraient à la fin du 6e ou au début du 7e siècle. Ils ont été découverts dans la bibliothèque de l'université de Birmingham, où ils étaient pourtant conservés depuis près de 100 ans, sans que personne ne soupçonne leur ancienneté. Ce Coran précieux sera exposé au public du 2 au 25 octobre. C'est sur cet élément que se referme cette édition de la mi-journée. Prochain rendez-vous à 18h30 en Wolof avec Mamoudel Bokoum et à 20h en français. Excellente suite de programmes sur Al Mouriya TV, la première chaîne IPTV au Sénégal. Merci, au revoir. Le journal. Suru